Donc moi je suis Antoine Girard, je suis le fondateur de Guest Online, une société spécialisée dans la réservation en ligne de restaurants, cahier de réservation et surtout d'accompagner un restaurant dans la fidélisation de sa clientèle grâce à la donnée de son client. Donc on travaille avec tout un tas d'établissements, que ce soit des très grandes maisons comme des tout petits établissements de 12 couverts, un petit peu partout en France et même à l'étranger. Et notre volonté, c'est d'accompagner le restaurateur dans sa numérisation, puisque c'est un véritable enjeu aujourd'hui. Je vais vous laisser vous présenter. Caroline. Oui, alors je suis Caroline Savoie, j'ai mon propre restaurant à Paris, et j'ai aussi une petite agence de stratégie de développement spécialisée dans la gastronomie. Voilà. Et j'adore Guest Online. 50 €. Voilà. Bonjour, je suis Laurent Fréchet, je suis restaurateur sur Paris et sur Lille et je suis président de la commission de la branche des restaurateurs au GMI, le Groupement National des Indépendants. Bonjour, Jean-Baptiste Pierry, hôtelier, restaurateur en Corse et également président de la commission économie numérique et affaires européennes au GMI. Bonjour, André Terrail, propriétaire du restaurant La Tour d'Argent et aussi d'un petit bistrot qui s'appelle la Rôtisserie d'Argent. Voilà, alors aujourd'hui on vous a réunis tout ce beau monde pour faire un petit état des lieux. Alors avant d'échanger ensemble, je voulais vous parler un petit peu de quelque chose qu'on connaît tous, mais qui est un véritable enjeu dans la restauration. Si je vous parle de Uber, tout le monde connaît. Aujourd'hui Uber, c'est sûrement le plus gros fournisseur de taxis au monde sans avoir un seul taxi. Airbnb, le plus grand hôtelier du monde sans avoir un seul hôtel. Facebook, l'acteur qui a le plus de contenu au monde sans en avoir produit jamais une seule ligne. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, beaucoup de musique là, ouais. Vous nous entendez bien ou pas? Ça va? Un petit, ouais. Donc en fait, on voit bien qu'aujourd'hui, les intervenants qui font avancer les choses sont avant tout les utilisateurs. Et on est vraiment dans un mode extrêmement d'échange entre le client et le fournisseur. Là-dedans, le restaurant est en train d'avoir une mutation énorme de son métier, puisqu'il y a quelques années, un restaurant était avant tout un artisan. Aujourd'hui, un restaurant, c'est avant tout un entrepreneur. C'est un entrepreneur qui a exactement les mêmes problématiques que n'importe quelle entreprise qui est en train de présenter ici. Il doit faire aujourd'hui un business plan, il doit connaître sa marge évidemment, son produit c'est évident, mais également tout ce qui tourne autour du marketing. Donc c'est comme ça qu'aujourd'hui un resto va réussir à s'en sortir, et c'est là-dedans que tout un tas d'acteurs sont arrivés depuis pas mal d'années. Si on regarde l'évolution de ce qu'on appelle la food tech aujourd'hui, vous avez vu tout le monde qui est ici aujourd'hui, il y a 10 ans il y aurait eu 5 acteurs de caisses enregistreuses et c'est à peu près tout. On a recensé plus de 70% d'augmentation d'acteurs de la food tech la dernière année, donc ça veut dire qu'il y a une très très grosse croissance. À côté de ça, la restauration, elle, a énormément de mal à sortir de sa cuisine pour comprendre comment fonctionne son client. On a déjà vu dans l'hôtellerie les grosses problématiques des OTA, des différentes OTA qui sont maintenant des intermédiaires qui maîtrisent complètement la distribution des hôteliers. Et la restauration est plus ou moins en train de prendre la même direction, avec des grandes centrales de réservation qui sont aujourd'hui très connues et très puissantes. Par contre, il y a 2 chiffres que je vais vous présenter qui sont, à mon avis, 2 chiffres qui montrent que la restauration peut s'en sortir. On est loin d'avoir perdu le combat, et ces 2 chiffres, c'est ceux-là. Le premier, c'est les gens qui cherchent le nom d'un restaurant directement dans le moteur de recherche avant de s'y rendre. C'est 60 à 70%. Pourquoi? Parce que la recommandation aujourd'hui est un vecteur extrêmement fort dans la restauration, ce qui n'est pas le cas dans l'hôtellerie. Le bouche à oreille est quelque chose de très très important dans la restauration. On va souvent dans un resto recommandé par un ami, un collègue ou autre. Et l'autre chose, c'est que seulement 14% des restos aujourd'hui proposent la réservation en ligne en direct sur leur propre site internet. Donc là, on voit vraiment qu'il y a un gap entre le nombre de gens qui se pointent devant la porte d'un restaurant, au final, de manière numérique, et le nombre de gens qui peuvent rentrer dans le restaurant de manière numérique. Donc là, il y a un vrai enjeu. Et aujourd'hui, il faut éviter
de laisser complètement toute sa gestion numérique à des acteurs qui ensuite en feront un petit peu ce qu'ils veulent. Voilà. Donc ça, je voulais juste poser un petit peu le décor. On est sur un moment extrêmement charnière dans le milieu de la restauration, puisque on se serait vu il y a 2 ans, on n'aurait pas, enfin, les gens n'avaient pas encore pris conscience de ça. Et là, depuis on va dire 1 an, et encore plus depuis 6 mois, il y a un vrai virage qui est en train de se mettre en place. Alors, justement, je voulais vous faire parler un petit peu sur le sujet. Alors, d'abord, Jean-Baptiste, est-ce que au niveau du Sinorca, vous constatez déjà cette prise de conscience au niveau des restaurants, qui est quand même longue à arriver, et également est-ce qu'on voit des choses arriver petit à petit au niveau des mises en place? Oui, alors au niveau du GNI, Sinorca, qui s'appelle maintenant GNI, ça fait quelques années qu'on a pris conscience de cela, puisque nous sommes une organisation professionnelle dirigée par des professionnels du secteur, et en particulier, ça s'est traduit par la création d'un département économie numérique chez nous, qui mobilise énormément de ressources au sein de notre organisation. Notre analyse de l'évolution des pratiques du numérique au sein de la profession, elle est schématiquement, elle se décompose en 3 grands phénomènes. Le premier phénomène, qui est le plus ancien, et parce qu'on a vu la même chose arriver dans l'hôtellerie il y a maintenant 10 ans, c'est une révolution dans le domaine de la distribution, donc le passage à la distribution en ligne. Je me souviens, il y a 5 ans, j'en parlais à mes confrères restaurateurs, moi-même étant hôtelier puis hôtelier-restaurateur, je leur disais attention, ça va arriver, préparez-vous. Et puis, c'était pas vraiment pris au sérieux. Depuis 2-3 ans aujourd'hui, c'est pris de manière beaucoup plus sérieuse par nos adhérents. Et depuis 1 an, c'est devenu une préoccupation majeure. Donc la principale évolution de ces dernières années, elle est dans la numérisation de la distribution et de la commercialisation. Encore une fois, on a vu ce qui s'était passé dans l'hôtellerie. Tout l'objectif de notre organisation aujourd'hui, c'est d'éviter les graves problèmes qui ont surgi dans l'hôtellerie, où malgré le fait que vous ayez 90%, c'est le chiffre aujourd'hui, des hôtels qui ont un site avec réservation en ligne, vous avez la moitié de la distribution en ligne qui est raflée par 1-2 grandes plateformes de réservation, on ne va pas les nommer ici. On voit ce qui arrive dans la restauration avec une grande plateforme qui est quasiment toute seule. Et tout notre travail, c'est d'aider les restaurateurs, et croyez-moi, ça réagit fort, ça réagit bien du côté des restaurateurs, à se doter eux-mêmes de leurs propres outils. Mais le gros avantage du coup des restaurants, c'est qu'ils ont l'exemple de l'hôtellerie, à ne pas suivre sur certains aspects, à suivre aussi dans certains aspects, mais clairement on voit le danger. Donc on est un peu en retard, mais l'avantage d'être le second, c'est que le mur est un petit peu plus loin et on a le temps encore de prendre le virage. Caroline, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment toi le numérique a été mis en place dans ton resto, comment éventuellement tu accompagnes certains de tes restaurateurs sur cette migration je voulais déjà dire à tous les restaurateurs qui sont dans la salle qu'aujourd'hui il y a vraiment des solutions simples à mettre en place pour rester indépendants, autonomes et utiliser les places de marché avant qu'elles vous utilisent. Donc ça, c'est avec les bonnes choses qui sont mises en place, c'est tout à fait possible. La première belle chose à mettre en application, c'est un beau site internet dans vos restaurants, parce que ça va vraiment être le point d'entrée sur moi ce que j'appelle, pour ceux qui ont vu la conférence juste avant, je suis désolée, je vais utiliser ce terme-là parce que j'ai pas trouvé mieux, le boulevard le plus fréquenté au monde, le boulevard internet. Vos consommateurs, ils sont là, donc il faut les capter avec votre site internet. Ils passent plus dans la rue à regarder par la vitrine. Ça marche pas aussi bien qu'avant. Et ensuite, connecter directement sur votre site internet un outil de réservation en ligne qui va, une fois que votre client est capté, qu'il est séduit par votre établissement, vous allez le transformer en client grâce à ce bouton réserver. Il va donner des informations sur qui il est, son numéro de téléphone. Donc là, vous allez enrichir aussi votre fichier client. Une fois qu'il va venir chez vous, vous allez pouvoir aussi noter des informations sur ses habitudes, sur la spécificité de vos clients. Comme je dis aussi, il y a beaucoup de très très bons restaurants en France,
Qu'est-ce qui va faire la différence entre deux bons restaurants? Ça va être la qualité du service que vous allez apporter. Voilà. Alors justement, au niveau de la qualité du service, je pense que la Tour d'Argent, c'est s'y prendre, mais justement le numérique vous a beaucoup aidé là-dedans et vous permet d'aller encore plus loin. Est-ce que André, tu peux nous en parler? Alors, je vais rebondir sur ce qu'a dit Caroline, dans le sens où le client d'aujourd'hui n'a plus le réflexe de téléphoner. Aujourd'hui, on a 35% des clients chez nous qui font leur réservation par téléphone. C'est-à-dire 65 qui ne prennent plus le téléphone, et même des clients qui sont plutôt classiques, plutôt âgés, qui vont réserver par Internet. Pourquoi? Parce que c'est plus simple, c'est disponible à n'importe quelle heure. On sait de suite s'il y a une table de disponible ou pas. Les informations vont être bien notées, on ne va pas écorcher le nom du client, parce que quelquefois, quand un client vous appelle de l'autre bout du globe, le portable passe mal. Et donc, la notion de service, là, le numérique, ça apporte un plus et une fluidité, une disponibilité qui est à notre avis essentielle. De notre côté, ça nous permet aussi, bien évidemment, d'identifier proprement les clients. Un client qui va revenir, et on s'en est rendu compte assez vite, on connaissait une partie de nos clients, mais finalement les habitués, on ne les connaissait pas tous. Et l'avantage du numérique, c'est que c'est complètement objectif. C'est l'algorithme qui parle, c'est les statistiques qui vous disent qui sont vos habitués. Et quelquefois, il y a des clients qu'on pensait habitués qui n'étaient pas tant que ça, et des clients qu'on n'avait pas forcément reconnus, qu'on n'avait pas identifiés, et l'informatique va nous donner la réponse. Donc pour nous, là, le numérique a apporté un vrai plus de service et de réactivité, tant de notre point de vue que du côté du client. Et évidemment, nous sommes tous des entrepreneurs, on a des petits établissements, et en termes de gestion, la gestion par Internet, la réservation par Internet, c'est très concrètement chez nous, ça a été un poste et demi. C'est-à-dire une personne et demie en moins à mettre à disposition des clients. Pourquoi? Parce que les clients peuvent réserver par eux-mêmes, annuler par eux-mêmes, modifier par eux-mêmes, faire des commentaires sur leurs allergies, leurs attentes, est-ce qu'ils ont un anniversaire, est-ce qu'ils veulent une recette en particulier. On peut échanger sur le back-office de manière très efficace, sans avoir à faire des grands emails très longs avec des formules de politesse, etc. etc. Aujourd'hui, ça s'est terminé. Le client, il veut une réponse tout de suite, il veut un texto, il veut que ça aille très vite, et il veut que ce soit à n'importe quelle heure et à n'importe quel moment. Donc pour nous, ça a été vraiment un plus de service et un plus opérationnel. Réserver en ligne, c'est pas la finalité. La finalité, c'est de venir s'asseoir et de manger dans le restaurant. Moi, ça me fait penser à toute cette façon d'aller au restaurant. Il y a une dizaine ou une vingtaine d'années, on allait s'alimenter, c'est peut-être un peu générique comme terme, mais on allait vulgairement s'alimenter dans un restaurant. Aujourd'hui, on va comme on va au spectacle dans un restaurant. C'est-à-dire que on attend une expérience globale. Donc le fameux avant, pendant, après, dont on entend parler régulièrement, c'est réellement vrai, et pas seulement à la Tour d'Argent, dans tous les établissements. On a envie, par le site internet, de saliver avant d'y aller. On a envie d'être amené de manière sympa. Quand on arrive, on a envie d'être accueilli comme le président de la République. On a envie d'avoir une superbe assiette. Donc ça, c'est vraiment le métier du restaurateur. Et puis quand on part, on a envie qu'on nous demande bien comment ça s'est passé et éventuellement qu'on nous fasse revenir à bon escient. Pas uniquement parce que je suis dans la base mail de 3000 clients et je reçois tous les menus du midi alors que j'habite à l'autre bout de la ville, voire à l'autre bout du pays, mais beaucoup plus sur tiens, je suis dans une entreprise du quartier, je reçois uniquement le menu du midi à 11h, voilà, mais par contre, le soir, je ne reçois pas les avantages des soirées dégustation ou autres. Toutes ces choses-là sont aujourd'hui possibles grâce au numérique, et il faut que le restaurant s'en empare pour pouvoir arriver à fidéliser sa clientèle. Alors justement, la fidélisation de clientèle, on a parlé tout à l'heure des fameux canaux de distribution qui sont le gros sujet des restaurants. Et ce qui est très dangereux aujourd'hui, c'est qu'on explique aux restaurants qu'il faut toujours avoir des nouveaux clients, alors que tout le monde sait que dans la communication, il y a évidemment l'acquisition, donc ces fameuses plateformes de distribution, et il y a ce dont on vient de parler, qui est la fidélisation de clientèle. Laurent, est-ce que justement cette notion d'indépendance au GNI,
vous essayez de le pousser auprès des adhérents, essayez d'expliquer comment, en fait, la communication, il y a vraiment ces deux aspects. Il faut être présent sur ces centrales-là parce que c'est important d'avoir des nouveaux clients, mais il ne faut pas en être complètement dépendant. Est-ce qu'il y a aujourd'hui une communication qui est faite auprès des restaurateurs pour les impliquer là-dedans et essayer de les accompagner là-dedans parce que c'est compliqué pour eux? Alors, moi, je n'ai pas du tout un message technique, j'ai un message politique. Je vais donner deux chiffres. En fait, le premier, c'est, contrairement à une étude qui est sortie hier, où on dit que la restauration française reprend le dessus actuellement, les chiffres de la restauration assise en France, cette année, sur les 3 premiers trimestres de l'année, c'est moins 1% par rapport à 2016. Moins 1% par rapport à une année qui a été une année horrible, parce que marquée par les événements que nous tous, etc. Donc, moins 1% d'un marché qui est attaqué tous les jours par des distributeurs qui sont là effectivement pour vous prendre 10%, 20% de votre marge. Parce que là aussi, un deuxième chiffre, le ticket moyen dans la restauration, c'est 20 euros. C'est pas 30, c'est pas 40 euros, c'est 20 euros. On est très loin du ticket moyen de tour d'argent. Je pense 20 euros, c'est le ticket moyen en France. Donc quand un distributeur prend 2 euros sur ces 20 euros, il prend 10%. Et quand pour ce faire, il vous demande de faire une promo de 30 ou 40% pour attirer effectivement sur son site, on est sur des marges extrêmement faibles sur un marché qui n'a pas retrouvé sa pleine croissance. Donc ça ne peut pas durer forcément. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est je considère que même si ces distributeurs parfois sont nos pires ennemis, parfois nos meilleurs ennemis, enfin, ils ont leur utilité, mais il faut savoir, en cas de tuyau à bon escient, on n'est pas en permanence. Et puis, on ne laisse pas les clés de la boutique à un partenaire quel qu'il soit. Donc, on doit gérer, on doit piloter ces gens-là, mais de la même manière qu'il faudra peut-être un jour aussi avoir à gérer Guess Online, qui est un partenaire aujourd'hui évident pour nous, mais qu'en est-il de demain? Sera-t-il racheté par un des grands méchants qu'on cite aujourd'hui? On n'en sait rien. Donc il faudra effectivement qu'on soit vigilant par rapport à ça. Aujourd'hui, très clairement, moi, à titre personnel, j'ai choisi Guess Online parce que j'ai choisi de reprendre effectivement le pilotage de ma relation client et de ma distribution. C'est important. Il y a d'autres acteurs sur le marché, pas tous les cités. Il y en a d'autres qui sont très bien aussi. Guess Online n'est pas le seul. Moi, à titre personnel, je connais cet outil que j'utilise et qui fonctionne parfaitement. Il y en a d'autres. En tout cas, ce qui est évident, c'est qu'on doit reprendre la gestion de sa relation client. Il y a un point qui est important aussi, c'est que demain, un banquier que vous irez voir pour ouvrir un fonds de commerce sur un nouveau fonds ou pour emprunter sur une affaire existante, vous dira, mais monsieur, vous voulez mentir en fonds de commerce, mais de quoi parle-t-on? Est-ce que ce fonds vous appartient encore ou est-ce qu'il appartient finalement aux distributeurs, puisque c'est eux qui gèrent votre relation client. Donc pour toutes ces raisons-là, pour des raisons de marge, je termine, et de propriété de sa clientèle, il faut aujourd'hui réagir. Avoir un site internet, ça paraît évident, mais beaucoup de restaurateurs n'en ont pas aujourd'hui. Avoir un module de réservation propre sur internet, et j'irai plus loin, il faut gérer sa e-réputation, parce que si vous n'avez qu'un module de réservation sur votre site, les gens iront voir sur un TripAdvisor, par exemple, pour le nommer, pour voir votre réputation, et une fois qu'ils seront sur TripAdvisor, ils y resteront potentiellement parce qu'on leur proposera d'autres restaurants qui font des promos à côté du vôtre. Donc vous devez avoir un site internet, vous devez avoir un module de réservation, et vous devez gérer votre e-réputation sur votre site, et là peut-être vous vous en sortirez. Et le quatrième point que tu as évoqué là rapidement, mais c'est la valeur de n'importe quelle entreprise, c'est quoi? C'est ses clients. On ouvre un restaurant, on va trimer 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans pour faire tourner sa boutique. À la fin, dans le meilleur des cas, on arrive à le vendre. Dans le pire des cas, on met la clé sous la porte. Mais au final, si on relance un resto, on repart de zéro. Moi, c'est pas ma première boîte. Quand j'ai redémarré, j'ai déjà lancé ma deuxième boîte, j'avais déjà un réseau, j'avais déjà des clients que j'ai travaillé, je suis pas reparti de zéro. Et le restaurateur, en fait, il va garder ses 25 derniers fidèles et il va relancer son établissement. Donc ça, c'est un vrai problème. Parce que ça, c'est clairement donner aux grosses centrales la capacité, finalement, d'être toujours à leur merci. Donc la base de données, on insiste dessus, mais aujourd'hui, on a la capacité de la travailler. Il y a énormément d'outils pour faire ça. Et c'est très important. Et c'est ça, la vraie valeur du restaurant. Il ne faut pas l'oublier. Vous voulez rajouter quelque chose? Je vais juste rajouter une chose.
Aujourd'hui, en fait, la distribution dans la restauration, il y a une part visible, une part invisible. Ce que je viens par là, c'est qu'aujourd'hui, vous avez un ou deux opérateurs vraiment visibles qui distribuent effectivement la restauration française. Le problème, c'est que ces opérateurs distribuent aussi en marque blanche. Je prends un exemple, le Figaroscope, l'Express Style, etc. étaient là par le passé pour parler de vos affaires. Ils envoyaient des journalistes qui émettaient effectivement une critique sur Internet. Aujourd'hui, sur ces sites, aujourd'hui déjà un peu et aujourd'hui demain certainement beaucoup plus, vous aurez sur le Figaroscope ou sur l'Express Style un bouton réservé. Et ce bouton sera opéré par les opérateurs historiques. Il y aura un partage de marge entre eux et vous, eux et eux, mais pas entre eux et vous. Donc, ce qui est vrai aujourd'hui, c'est qu'on va considérer que c'est peut-être 20% de notre business qui est impacté par un distributeur extérieur aujourd'hui, 20-25%. D'ailleurs, je n'ai pas de site avec le chiffre exact, mais il faudra faire une étude prochainement. Demain, si on ne fait rien, c'est 100%. Donc, il faudra très clairement considérer que les 2 euros, les 2,50 euros, pourquoi pas 4 euros demain, 5 euros, s'ils sont seuls à faire le marché, il faudra les intégrer dans le prix. Donc, ce que le client final ne comprend pas non plus aujourd'hui, c'est qu'à un moment donné, la profession devra répercuter ce coût de réservation sur ses tarifs. Il n'y a pas si longtemps, on avait ce phénomène-là sur Google. Sur Google, on n'avait pas d'autre possibilité que de réserver via un seul opérateur qui prend une commission au passage. Ça, c'est honteux. Alors, vous avez fait beaucoup toi et Caroline, vous avez fait beaucoup justement pour essayer de faire pression pour qu'on puisse choisir l'opérateur par lequel on veut passer. Google, c'est la porte d'entrée, moteur de recherche, c'est là où on est visible. Et on nous colle un opérateur qu'on n'a pas choisi. Non. Là, c'est intéressant de voir cette évolution. C'est-à-dire qu'au démarrage, on a un restaurant qui n'y connaît rien du tout. Il sait faire à manger, il sait bien accueillir les gens, etc. C'est son métier. Et puis après, il y a un commercial, 2 commerciaux, 3 commerciaux qui passent le pas de sa porte pour lui vendre de l'acquisition de clientèle. Alors au début, ça s'appelait les pages jaunes, et puis ainsi de suite, et puis il y a eu Citybox, et ainsi de suite, enfin on peut, voilà. Et je reviens sur mon histoire de la distribution, c'est qu'en fait, on a ancré dans le cerveau des restaurants, de toute façon, pour avoir des clients, il faut absolument que tu ailles les chercher, et à chaque fois, aller chercher des nouveaux clients. Bon, la porte d'entrée, on l'a vu tout à l'heure, la stat des 60%, c'est vraiment quelque chose d'hyper important parce que le site internet, il faut qu'il soit présent, il faut que votre onglet de réservation soit vraiment hyper bien présent sur Google, ça c'est la base. Mais surtout derrière, il y a vraiment un travail de fidélisation à 2 niveaux. Je reviens encore sur l'exemple de André sur l'accueil clientèle. Alors forcément, à la Tour d'Argent, ça paraît naturel, mais n'importe quel resto de n'importe quel endroit doit savoir accueillir son client mieux la 2e fois que la première. Et ça, aujourd'hui, c'est tout à fait possible. Donc il ne faut vraiment pas hésiter à s'appuyer tout simplement sur le fait que déjà, ce client, il est déjà venu. On n'a peut-être rien noté sur lui, il a peut-être fait entrée plat dessert comme son voisin, mais on sait qu'il est déjà venu. Voilà. La 2e fois, vous avez noté qu'il avait peut-être mangé en terrasse, ou qu'il avait eu une allergie particulière ou autre. Ça, c'est des choses, c'est extrêmement simple à noter, mais la prochaine fois qu'il viendra, puisque les clients ont la capacité à revenir de manière assez régulière, on a un gros taux de la clientèle qui n'est pas touristique uniquement, sauf si on est sur des grands boulevards passagers, etc. Mais là, on parle de la restauration au niveau national, voire international. La grande majorité des gens sont des gens locaux qui viennent, donc ont une capacité à revenir. Ce qui n'est pas le cas dans l'hôtellerie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je reviens sur cet enjeu-là, dans l'hôtellerie, c'est beaucoup plus compliqué de fidéliser sa clientèle parce que quand on a quelqu'un qui est en déplacement, c'est pas forcément quelqu'un qui va revenir rapidement. Dans la restauration, on est quand même sur un volume d'habitués qui peut être largement supérieur. Voilà. Je peux préciser, mais n'hésite pas à préciser ces choses-là. Effectivement, en termes de loyauté, la différence entre l'hôtellerie et la restauration, c'est que on va avoir un taux de répétition en restauration qui est beaucoup plus rapproché, potentiellement. Un habitué en hôtellerie, c'est quelqu'un qui vient tous les ans en vacances. Un habitué en restauration, c'est quelqu'un qui vient tous les mardis. Ou tous les jeudis parce qu'il y a couscous. Mais effectivement, c'est la seule différence qui est vraiment notre tempo.
Voilà, l'exemple du couscous me fait penser à des choses que font certains de nos restaurateurs et qui marchent très bien. Je parlais du menu du midi, mais la date d'anniversaire, on a régulièrement l'habitude d'aller au resto éventuellement pour son anniversaire. Un resto a la capacité de connaître l'anniversaire de ses clients assez facilement. C'est des choses qui peuvent être très facilement mises en place pour pouvoir envoyer une communication à vos clients dont c'est l'anniversaire ce mois-ci et les faire revenir dans le mois qui vient. Et ça permet de dynamiser votre clientèle. Et là, vous ne passez plus par personne, vous êtes en direct, vous arrivez à... Oui, je parle trop, c'est ça. Mais j'ai encore 5 minutes, 10 minutes. Ne t'inquiète pas, je surveille. Mais André surveille, c'est bien. Alors... Alors, André sent qu'il y a des questions dans la salle. Voilà. Bien joué. Moi, je pense qu'il faut aussi ne pas oublier le fait qu'il faudrait peut-être éduquer aussi le client à l'habituer à ne pas aller sur ces gros sites comme Booking, Airbnb et tout ça. Et peut-être d'essayer de faire un travail, alors je ne sais pas encore comment, mais essayer d'amener le client à réfléchir, de réserver plus facilement en direct que par des grosses centrales. Alors, comment essayer justement, peut-être, je ne sais pas, avec une campagne de publicité, je ne sais pas. Quand on demande à un client pourquoi il a réservé par la fourchette, par exemple, et pourquoi pas en direct, et puis tiens, la prochaine fois, réserver en direct. Il vous dit oui, mais moi, sur la fourchette, je cumule des miams. Les miams, c'est l'équivalent d'une MAX pour les compagnies aériennes. Ils cumulent des miams, donc il va falloir effectivement, alors très clairement au GMI, on réfléchit quand même, pour répondre à votre question madame, à la possibilité de créer un annuaire qui soit piloté par la profession, sous forme de coopérative, pourquoi pas. Donc un annuaire, là on ne parle pas de la réservation, on parle juste d'un annuaire, comme TripAdvisor par exemple, un annuaire qui renvoie je cherche un restaurant de telle catégorie dans tel arrondissement de Paris, par exemple, ou à Aurillac, et puis on vous renvoie sur une affiche d'un restaurateur, et puis sur son site internet, et donc sur son module de réservation, sur ses protection, etc. Et il va falloir, je pense, qu'on arrive à créer cet annuaire de la profession pour répondre effectivement en partie à votre question. Et ensuite, il faudra qu'on soit aussi malin que les autres, et qu'on propose très certainement des programmes de fidélité, parce que le client, une fois que vous lui avez dit que vous êtes une entreprise, c'est mieux pour vous, je réserve en direct, s'il cumule des miams, il cumule des miams. Il y a assez peu de clients qui savent que ça coûte de l'argent au restaurant à chaque fois qu'ils réservent. Hein. C'est quand même dingue, hein. Mais faut pas oublier de le communiquer, ça. Après, le client, en son âme et conscience, ensuite fera ce qu'il a à faire, mais c'est pas marqué en gros sur ces OTA qu'à chaque fois ça coûte de l'argent à l'hôtelier ou au restaurateur. Mais amis restaurateurs, équipez-vous en outils du digital pour être indépendants. Soyons de plus en plus nombreux à permettre à nos consommateurs et clients de réserver en direct dans nos établissements. Merci. Du coup, j'en profite pour poser la question d'après. Comment vous appréhendez votre relation avec ces acteurs innovants, justement? J'imagine que vous êtes de plus en plus démarchés directement. Quelles sont les propositions qu'on vous fait le plus et comment vous décidez de travailler avec une start-up ou non? Qu'est-ce qui vous décide à tester Je vais répondre, ça va être très très court parce que j'ai une phrase, c'est utiliser les prestataires extérieurs avant qu'ils vous utilisent. Je ne suis pas très très inquiète pour les gros acteurs des places de marché parce qu'ils ont des investisseurs derrière. Je me fais un petit peu plus de soucis pour mon restaurant de quartier parce que c'est mon pognon ou celui de la banque. Voilà, vous gardez ça en tête. Également, j'aimerais rajouter sur cette question, la question qui se pose à nous, professionnels, aujourd'hui, c'est qu'on a une multiplicité d'offres, souvent parcellaires, des briques qu'il faut assembler, et très souvent les briques ne communiquent pas entre elles, et les indépendants n'ont pas à disposition des grandes agences type Accenture, etc., pour paramétrer des outils sur mesure à leur profit, et ont besoin d'outils qui se parlent tout seuls entre eux. Et donc aujourd'hui, du côté des fournisseurs, il y a un réel effort. Alors ça arrive depuis 6 mois, 1 an, on voit aujourd'hui, il y a des normes qui émergent. On a vraiment besoin que les différentes briques, que ce soit CRM, réservation, gestion financière, gestion des tables, etc., se parlent tous entre eux pour que l'hôtelier ou le restaurateur puisse utiliser vraiment ces outils avec leur plein potentiel.
Ça, je vous C'est la confirme que c'est le connectivité. cas parce La que connectivité. la moitié des boîtes là travaillent déjà plus ou moins ensemble de manière connectée. Donc c'est en train d'arriver. Monsieur, oui. Oui, bonjour. Est-ce que vous avez la possibilité de donner des montants précis donc, pour les différents acteurs de la réservation? Donc on a bien compris, je pense que les grands acteurs sont notamment La Fourchette et Guest Online. Il y a sûrement d'autres que je ne connais pas. Est-ce que vous pouvez nous donner d'autres noms? Je crois savoir ou avoir entendu que La Fourchette prend 2 €, 2,50 € par réservation. Qu'en est-il de Guest Online? Qu'en est-il des autres? Et là, vous avez évoqué en fait, dans la conversation un peu tous les différents prescripteurs quelque part. Il y a Internet, bien évidemment, avec Google. Auparavant, c'était les pages jaunes. Maintenant, ça peut être Figaroscope, enfin les guides, l'Express ou d'autres. Il y a Mapster qui est un acteur aussi entre copains, puisque c'est aussi les copains qui sont les prescripteurs, etc. Donc il y a aussi la livraison à domicile qui peut être aussi un canal. Est-ce que vous pouvez réévoquer tous les acteurs, sans parler des petites startups, et sans tous les citer, et les prix? Je crois que pour Foodora, Uber Eats, Deliveroo, ça se situe autour de... Historiquement, c'était 20%, maintenant c'est plutôt 25 ou 30. Voire plus, je sais pas. L'acteur principal, c'est vous, restaurateur. Les autres, ce sont des figurants. Guest Online prend 0 € du couvert. On paye un abonnement qui représente en fait l'hébergement des données. Donc ça va de 59 €. En moyenne, c'est entre 40 et 50 € Voilà, par ça mois, dépend après des options. Moi personnellement, j'ai pris le truc le plus basique, je crois, et ça me va très très bien. Ou je suis peut-être à 59, je crois. Ouais, je suis voilà. C'est le seul, à ma connaissance, sur le marché qui ne prend pas de commission, qui ne partage pas sa base, qui ne partage pas notre base de données, pardon, parce que ça reste ma base, mes clients, c'est la valeur de mon fonds. C'est le seul. Après, il y a les autres qui sont en marque blanche. Il faut se méfier des acteurs qui vous disent mais on est en marque blanche, mais qui disposent quand même d'une place de marché. Ils ne sont pas capables de faire la différence entre, quand on a un stock de places dans notre restaurant, ne font pas la différence entre la stock vendue sur la place de marché et le stock mis à disposition dans nos établissements en direct. Oui, il y en a quelques autres après. Il y a donc enfin les deux grandes familles. Après, je vois l'heure là, donc je prendrai peut-être quand même une dernière question. Mais en gros, ce qu'il faut savoir, il y a deux grands types d'acteurs. Il y a les acteurs qui sont des distributeurs, qui font de la résa, mais principalement sur leur plateforme, qui vont aussi le mettre sur votre site internet. Et c'est là où est le danger. On vient d'en parler là pendant une demi-heure. Et après, des acteurs comme Guest Online qui permettent d'avoir vraiment la réservation en direct sur ces différents canaux perso, donc son site internet, sa page Facebook, etc. Ça, c'est les deux grandes philosophies aujourd'hui. Je ne vais pas dire qu'ils s'opposent, mais qui se complémentarisent, parce qu'il ne faut pas être soit l'un, soit l'autre. Il faut justement savoir utiliser les deux outils à bon escient. Voilà. Donc on a en gros simplement les centrales, elles prennent à peu près toutes 2 € du couvert. Michelin, La Fourchette et les autres, c'est à peu près la même chose. Et les acteurs comme nous, c'est à peu près une cinquantaine d'euros par mois, tout compris, il n'y a pas de coût au couvert. Il faut rajouter sur Michelin, La Fourchette et les acteurs les abonnements aussi. Donc là, vous rajoutez entre 50 et 70 € par mois. Le sujet de l'abonnement, on va dire pour n'importe quelle entreprise, une cinquantaine d'euros par mois, c'est pas conséquent, c'est pas dimensionnant. Là où ça peut être très dangereux justement, c'est le coût couvert où ça peut s'enflammer. Moi j'ai déjà vu des restos avec qui je travaille qui avant payaient à peu près 4 000 € par mois à ce genre d'acteurs, parce que tout simplement les volumes peuvent s'envoler. Si vous êtes hyper bien placé, hyper connu, en fait les gens cherchent votre nom, c'est pas... on va pas prendre le listing, voilà. Donc ça, c'est vraiment important. Ouais. Non, André, ouais. Non, je voudrais juste répondre à la question de monsieur sur les prescripteurs, parce que je pense qu'elle est très intéressante. Déjà, on a vu que 60% des clients ont déjà décidé de venir chez vous. Donc ces 60%-là, il n'y a aucune raison de payer 1 €, 2 € ou un pourcentage au couvert. Ça, c'est très clair. Ensuite, sur les 40% restants,
Les prescripteurs, c'est complètement éclaté. Ça commence avec les grands guides, le guide Michelin évidemment, le Goemio, le Lebet, etc., qui sont maintenant intégrés d'ailleurs dans la fiche Google, ça vous l'avez certainement remarqué, donc c'est très intéressant. Après les blogueurs food, Instagram, ça compte de plus en plus, c'est impressionnant leur impact. Il reste encore une part importante pour les magazines, les quotidiens et autres, mais en tout cas les blogueurs food, c'est absolument dingue l'impact qu'ils ont sur le choix de nos clients. Et je terminerai par un truc, c'est aujourd'hui, maintenant, qui est monté par rapport à TripAdvisor, c'est la notation Google. Vous avez tous remarqué que quand on tape le nom d'un restaurant, voire même une boutique, voire même le garage du coin, il y a une notation Google. Et ce qui est beaucoup plus facile que TripAdvisor, parce qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir un compte, enfin, on met des étoiles, etc., ça prend 2 secondes. Et on se rend compte que ces notations sont finalement assez justes, et c'est la première chose qui sort. Et je pense que ça nous est arrivé à tous, d'arriver quelque part dans un endroit qu'on ne connaît pas, de chercher un restaurant, un bar, un resto, un café, et taper juste café, et ça vous conseille les 5 restos qui sont dans le quartier, et on les choisit par la notation Google. Et ça a un impact très important, et nous, on y fait très attention. Jean-Baptiste, Oui, j'aimerais juste rajouter un dernier point, c'est que tous ces outils dont on vient de parler, parmi tout cela, rien n'est gratuit. Il faut en être bien conscient. La seule manière de travailler à moindre frais et de promouvoir son établissement, parce qu'on n'a pas la distribution, mais le marketing aussi est important, donc la promotion générale de son établissement, la distribution, c'est vraiment l'acte de permettre de réserver, et sur le marketing, rien n'est gratuit. Un clic AdWords Google, c'est 1 €, 2 €. Sans être sûr de pouvoir convertir cela en réservation derrière. Une mise en avant Instagram, c'est des centaines d'euros. Une mise en avant Facebook, ça peut être de plusieurs centaines d'euros également. Un blogueur, aujourd'hui, ça coûte cher. Parce qu'il y en a de moins en moins qui travaillent pour l'amour du métier et pour l'amour de la gastronomie. Donc toutes ces opérations-là, aujourd'hui, elles coûtent de l'argent. Et pour les restaurateurs, il faut bien avoir conscience de cela. Et donc s'équiper avec les outils intrinsèques, naturels, comme on dirait en matière de référencement, les plus performants possibles, un joli site internet, des visuels renouvelés, ce qui va permettre derrière de moins dépenser pour la mise en avant purement marketing qui peut coûter des fortunes. Je me permettrai, si vous gérez les médias sociaux en interne, ça ne coûte rien. C'est-à-dire Instagram, Twitter, Facebook, ce qu'on doit tous savoir, même le petit restaurant doit alimenter, ça ne coûte rien. Peut-être que je vais t'en passer par quelqu'un qui le fait. Je vous propose qu'on prenne la toute dernière question, parce qu'on a déjà dépassé le temps, donc on va être super rapide. Bonjour, je vais adapter la question pour que ça aille assez rapidement et qui va être assez récapitulative. On a tous compris qu'il y a des icônes bleues qui se mettent entre le client et l'hôtelier et des icônes vertes qui se mettent entre le client et le restaurateur. Aujourd'hui, on a entendu pas mal de discours qui favorisent effectivement la digitalisation du restaurateur. La question, la nuance, elle est dans le fait que moi, restaurateur ou moi, hôtelier, d'accord, je vais mettre en place un module de réservation, un site internet, etc. Mais je n'ai pas les moyens pour récupérer un peu votre mot, j'ai pas les moyens que ont ces icônes bleues et ces icônes vertes de passer des gros partenariats avec Google, de payer des Accenture & Co pour adapter leur communication et leurs outils, pour être installés dans des millions de smartphones, voire des milliards. En tant que petit restaurateur ou petit hôtelier, je peux avoir ces outils effectivement qui constituent un minima, mais je ne pourrai jamais avoir ces budgets et ces possibilités de ces gros acteurs qui sont malheureusement déjà installés. Ma question, ma nuance, le point que je pose, c'est juste comment ne pas avoir l'impression d'être un David contre Goliath. Comment vous voyez cette situation? Merci. Je peux répondre, mais Enfin, David et Goliath, on connaît la fin. Hein. Voilà. C'était la pointe positive. Voilà. Non, mais cela dit, le principe est surtout pas de faire comme si ces plateformes n'existaient pas. C'est pas le sujet. Il faut savoir jouer avec. C'est toujours pareil. Quand vous êtes dans un combat, si vous connaissez votre adversaire, vous savez ensuite gagner contre lui. Et c'est exactement le même principe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne vous dit surtout pas de ne pas être sur l'icône bleue ou l'icône verte, vous y êtes, mais quand il faut y être. Voilà. Donc faites de la promo le jour où, de toute façon, vous n'avez pas le choix, vous devez remplir un tout petit peu votre resto à bon escient. Moi, je ne connais pas de restaurateur qui marge à 50%, donc faites pas une promo de 50%, ça ne sert à rien, vous me remplissez à perte. Voilà, c'est du bon sens. Hein.
Un truc de base, c'est que le numérique, c'est quoi? C'est la vie de tous les jours numérisée. Voilà. Donc ce que vous n'auriez jamais fait dans la vraie vie, ne le faites pas sur Internet. Voilà. Et tout ce que vous auriez fait par bon sens, hein, le fameux bon sens paysan, ça existe toujours, mais sauf que maintenant ça se fait sur le net. Donc pensez vraiment à chaque fois que vous voulez travailler avec ces acteurs, est-ce que c'est logique? C'est presque la seule réponse que j'aurais, c'est en fait le bon sens est vraiment notre moyen de sauver la mise. Et aujourd'hui, il y a des outils qui nous permettent d'appliquer ce bon sens, ce qui n'était peut-être pas le cas effectivement il y a quelques années, mais il faut arriver justement à bien correctement doser l'utilisation des différents outils et pas prendre un bazooka pour défoncer une mouche alors qu'on a juste besoin d'une pince à épiler. Voilà. Je rajouterais juste pas. En fait, je crois qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. En fait, ces annuaires, on a besoin d'un restaurateur comme un hôtelier. L'hôtelier, ils parlent, ils ont leur booking, etc. Mais n'empêche, quand vous êtes à Aurillac, vous êtes content d'avoir booking pour vous faire venir un japonais chez vous dans votre hôtel, ou pourquoi pas dans votre restaurant. Et pareil pour Paris. Donc, quand ils font leur métier d'annuaire, c'est-à-dire, je cherche un restaurant de cette catégorie à tel endroit, que le client tombe chez vous, vous êtes d'accord pour payer des frais de distribution, 1, 2 euros. Quand il s'agit en revanche de votre nom qui a été tapé sur Internet et que vous retrouvez après la fourchette, parce qu'il y a eu ce qu'on appelle nous le brandjacking, c'est-à-dire qu'on a acheté, ils ont acheté votre nom à Google pour pouvoir apparaître avant vous, là il y a un problème. Donc moi je suis pour les annuaires quand ils font leur métier de distribution et qu'ils orientent des clients vers chez vous. Je suis contre quand ils vous piquent des clients qui vous étaient acquis. Donc pour résoudre ça, pour moi, il y a deux sujets. Le premier, c'est effectivement, il y a des syndicats qui se mobilisent, parce que les syndicats sont aussi là pour ça, pour faire pression, pour que le brandjacking s'arrête. C'est anormal. On est propriétaire de notre nom et de notre marque dans la vie de tous les jours, sur nos supports commerciaux et dans notre distribution. Donc le brandjacking doit s'arrêter. Je vous assure, monsieur, qu'on travaille au quotidien sur ce sujet-là. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je vous assure que si vous avez une bonne réputation, donc ça, c'est votre boulot de tous les jours, le bouche à oreille, vous apparaîtrez quand même, si on tape le nom de votre restaurant, vous apparaîtrez quand même heureusement sur la première page de Google, parfois après les autres, parfois avant, d'accord? Et si vous avez sur votre site internet un module de réservation et votre e-réputation sur votre site, alors il se peut que le client viennent effectivement jusqu'à vous sans passer par des chemins détournés et sans aller finalement chez votre voisin. Voilà, donc il y a une part du boulot qui doit être fait par les restaurateurs, une part du boulot qui doit être fait par la profession, à travers les syndicats, à travers des acteurs aussi commerciaux, parce qu'ils se mobilisent effectivement chez Guest Online pour ça aussi, pour que nos droits effectivement soient respectés. Voilà, moi je conclue là-dessus. Surveillez ce qui se fait sur Internet sur votre nom, tout simplement. Et là, vous allez voir des petites portes. Bon, merci à tous. Si vous voulez des informations sur tout ce qu'on a raconté, on a édité un petit livre blanc, justement, d'une manière globale, pour savoir un petit peu comment utiliser le numérique dans le monde de la restauration. Vous pouvez aller sur le site, là, Les Nouveaux e-Chefs, il y a un petit formulaire, on vous envoie tout simplement ce document-là, et vous pourrez en profiter. Merci beaucoup.